Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Scholl. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur de la rédaction de l'Express. Vous publiez, coécrit avec Gilles Fontaine, il ne faut pas l'oublier, rédacteur en chef à Challenge. Il est midi à Pékin, Le Monde, à l'heure chinoise. Ça tombe bien ce que l'actualité nous sert. Vous avez vu vendredi, on parle du bouquin, rassurez-vous, mais juste pour la première fois, quasiment, c'est quasi inédit, depuis 18 mois que la guerre commerciale a démarré entre Américains et Chinois, Xi Jinping a répliqué himself. C'est lui qui a répondu à Trump. Pourquoi il descend dans l'arène? Je dirais après, je raconterai un peu ce qu'il nous a dit, mais en gros, il nous dit qu'ils n'ont pas peur de mener cette guerre commerciale, qu'ils répliqueront. Pourquoi est-ce qu'il descend dans l'arène, le président chinois? Parce que 70 ans de régime communiste, Xi Jinping est arrivé en 2012 et il a envie d'exister. Il sait que c'est le moment où on a un Donald Trump qui inquiète l'ensemble des puissances étrangères, qui est certainement qui a mené cette bataille commerciale, mais pas très très fort. Et vous savez, les Chinois, ils ont toujours été joueurs de Go, hein, donc et maintenant Xi Jinping sait qu'il peut mener la bataille. Il pense que le rapport de force est en sa faveur. Il sait que l'un et l'autre, l'un a besoin de l'autre et inversement. Et si vous voulez, pendant des années, les États-Unis, première grande puissance mondiale, pouvaient penser qu'au fond, la Chine allait rester loin derrière. Ce que les États-Unis sont en train de découvrir depuis maintenant 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est ce rattrapage très rapide et gigantesque de la part de l'économie, et pas seulement de l'économie, de la part de la puissance chinoise. Notamment sur la techno. Sur la techno. Qui est comme la chasse gardée, la techno des Américains. Mais depuis pendant des décennies, il n'y avait même pas photo. Et donc, on pouvait regarder la Chine de très loin. La Chine était, vous savez, il y a cette idée d'usine du monde. Donc, la Chine était l'usine du monde. Elle est restée. Des multinationales américaines. Ce qu'on n'a pas su voir, c'est la vitesse, sans doute liée à l'esprit de planification du gouvernement chinois, aussi à cette volonté de stratégie, de se projeter dans l'avenir. Dès 1986, ça commence sur la technologie. Dès 1986, je prends cette date-là, parce que c'est un grand plan de recherche et développement. Les Chinois se sont dit, à un moment, il va falloir qu'on sache produire nous-mêmes de la techno, pas seulement copier celle des autres, parce que ça a longtemps été le cas de contrefaçon, mais savoir nous-mêmes être les meilleurs dans certains. Huawei qui lance la 5G avant les Américains. Huawei qui domine la 5G. Et c'est exactement, la 5G, ça a été un peu le réveil du côté américain, pas que du côté américain, c'est en train d'être le cas en Europe, c'est le cas évidemment au Canada et c'est le cas partout ailleurs, mais la 5G, c'est tout d'un coup, on s'aperçoit que non seulement les Chinois sont capables de faire jeu égal avec leurs concurrents, leurs rivaux, mais ils sont même capables de les dépasser. Et ça devient dangereux parce que le sujet, il n'est pas juste technologique, il devient vite politique, il devient vite, c'est une question de maîtrise des technologies qui est posée avec la 5G. Alors c'est un feuilleton évidemment qu'on suit nous ici sur Ecorama quasiment tous les jours, cette guerre commerciale, mais je trouve ça dingue que vendredi, on a Trump qui nous dit un accord est quasiment à portée de main et que le même jour, le président chinois nous dit en gros je suis prêt à en découdre. Et on se dit qu'il y a de la friture sur la ligne. Pourquoi ces messages sont contradictoires? Ça signifie quoi, que les négociations patinent ou c'est le jeu de bras de fer? Non, je pense que ça fait partie des bras de fer comme il y en a toujours eu entre États-Unis, entre Washington et Pékin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans la tête de Trump. Dans la tête de Trump, il y a évidemment cette idée de tordre le bras qu'il est capable. Vous savez, c'est l'homme qui fait des deals. C'est comme ça qu'il s'est toujours présenté. Dealmaker. Et donc, son objectif est souvent aussi un objectif intérieur, c'est-à-dire électoral. Donc c'est s'afficher comme celui qui finalement pourrait faire plier, en tout cas arriver avec un deal aujourd'hui avec la Chine. Or, du côté chinois, pendant des années, on s'est toujours mis d'accord finalement pour arriver à des deals. Ça a été le cas lors de l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Et si vous voulez, il n'y avait pas cette idée, non, on va dépasser les États-Unis, on progresse petit à petit, on s'affiche, on prend des positions dans le monde, mais il n'y avait pas encore cette idée, maintenant on est capable aussi, nous aussi, de montrer la voie, de dire il est midi à Pékin précisément. C'est-à-dire, on est maintenant capable de montrer notre propre modèle au restant du monde. Ouais. On a souvent entendu que Pékin, pour le coup, était moins pressé que Donald Trump d'aboutir à un accord rapidement, parce qu'il n'y a pas d'élection, c'est le principe en Chine, sinon ça se saurait. Donc voilà. Qui a le plus intérêt? C'est vraiment Donald Trump qui a intérêt pour le coup, c'est ce qu'on dit maintenant, parce qu'il y a cette année électorale qui ne veut pas se tirer une balle dans le pied, avoir des résultats. Sachant qu'il y a 2 questions en une, mais on parle de cet accord préliminaire qui est censé être signé avant le 15 décembre. En même temps, comment il peut être si dur à finaliser
alors que, pardon, il a l'air très limité. On parle de quoi? On parle de... les Chinois vont acheter massivement des produits agricoles dont ils ont besoin d'ailleurs, et pas de nouvelles sanctions de la part de Trump. Ouais, super. C'est dur d'arriver à finaliser ça. Parce qu'en fait, derrière, ça sous-entend énormément d'autres sous-accords derrière. Évidemment que ça, si c'était juste ça, on pourrait y arriver. Mais Ce préaccord, cet accord phase 1. On pourrait y arriver au 15 décembre. Je pense que le sujet n'est pas tellement là. Le sujet, c'est plutôt tout ce qu'il y a derrière dans les tiroirs entre Pékin et Washington. Et au fond, la méfiance maintenant qu'il y a entre ces deux pays. Parce qu'on peut parler de méfiance. C'est un sujet qui n'a pas été abordé du temps de la présidence Obama. Et pour le coup, Donald Trump a peut-être le mérite d'avoir mis sur la table ce décrochage qui peut exister aujourd'hui, enfin ce décrochage, disons ce fossé qui est en train de se former entre d'un côté Washington et de l'autre Pékin. Il a eu ce mérite-là, maintenant il le fait avec la méthode Trump, qui n'est pas nécessairement la meilleure méthode, en tout cas du côté vue par les Chinois, pour arriver à un vrai accord. Ouais. Après, on a un Trump qui a envie de se faire réélire. Et on a comme une économie chinoise en face qui ralentit fortement. Donc quand Xi Jinping dit « nous ne voulons pas déclencher une guerre commerciale, mais nous n'en avons pas peur », là aussi, il bombe le torse parce que ça freine bien plus que ce que l'administration chinoise le souhaite. Quand on regarde les prises de position de Xi Jinping au cours des 2 ou 3 dernières années, on s'aperçoit qu'effectivement, il a tendance à bomber le torse. D'ailleurs, même il est critiqué au sein du Parti communiste chinois, au sein des instances du Parti communiste chinois, parce que il n'a pas ce côté collégial que pouvaient avoir ses prédécesseurs, et il a une tendance à faire un peu du Trump, c'est-à-dire effectivement aller au bras de fer. Ce n'est pas dans la mentalité chinoise de ces dernières décennies, c'est beaucoup plus dans le caractère de Xi Jinping. Il y a une rupture. Je ne parlais pas de rupture, il y a le caractère de Xi Jinping qui est plutôt de bomber le torse. Il y a aussi, je pense, un vrai tournant qui se déclenche il y a 7-8 ans, c'est-à-dire en fait il y a 10 ans même, avec la crise de 2008. Et du côté chinois, cette crise du capitalisme, qui a été ressentie comme ça, a ouvert une voie pour l'affirmation, pour l'émancipation de la Chine sur le plan mondial. On l'évacue rapidement, Eric Scholl, parce que moi, je n'y crois pas trop, mais on dit que souvent que les Chinois tiennent les Américains avec ces tombereaux de, je ne sais pas si 1000, je ne sais plus le chiffre en tête, 1000 et quelques milliards, non? C'est 400 000 milliards, c'est la dette. Les bons du trésor américains qui sont détenus par les Chinois, par la Banque centrale chinoise. Mais ouais, c'est une arme à double tranchant, c'est Armageddon. Il y a une imbrication complète des deux économies. C'est ça pour laquelle aujourd'hui on voit bien la difficulté d'arriver à la fois. Les deux pays savent à quel point leurs deux économies restent totalement imbriquées. Et si vous voulez, de la part de la Chine, il y a maintenant depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans cette idée de savoir est-ce qu'on peut arriver à se désimbriquer, notamment par exemple sur le plan technologique. Ce qu'on voit à travers la technologie, c'est une réflexion plus vaste sur les standards. Est-ce que la Chine est capable de développer ses propres standards technologiques et derrière c'est son propre système. On le voit même dans le maintien économique. Jusqu'à présent, la Chine s'est insérée dans le monde, mais c'est un monde qui avait été conçu du temps de Bretton Woods, c'est-à-dire qui a été conçu par les Américains après-guerre. C'est ce monde-là pendant lequel la Chine a commencé à évoluer depuis 20 ans. Aujourd'hui, la Chine se dit, mais ce monde-là, on est en train de perdre confiance, cette mondialisation, c'était une mondialisation dictée par les Américains. Nous, on est pour la mondialisation, mais peut-être une mondialisation vue par le monde chinois et vue par la Chine avec ses nouveaux alliés. C'est cela qu'on regarde du côté de Pékin. Après, la Chine a réussi à faire émerger ses géants en fermant son marché. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a des Baidu, des Alibaba et autres, c'est parce que personne ne pouvait aller sur leur marché. C'est bien. Donc en ne respectant pas les règles. Et c'est là où on peut donner crédit à Donald Trump dans le fond de faire ce qu'il fait. Si vous voulez, il y a eu une sorte de, je dirais peut-être de naïveté au début des années 2000 lorsqu'on a cru qu'en faisant entrer la Chine, avec évidemment des promesses, des engagements du côté de Pékin, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, la Chine allait petit à petit sortir de cette asymétrie, se plier aux règles du jeu commercial, et on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait le cas, que la Chine, on a peut-être pas pris en compte cette taille, le marché chinois, qui a permis notamment, vous faisiez allusion un instant, à toutes ces entreprises de se développer au sein du marché, en le fermant suffisamment aux entreprises étrangères, et aujourd'hui, maintenant qu'ils ont réussi à développer, mais en l'espace de 15 ans ou 20 ans, des géants. Et ces géants... Ils partent à la conquête du monde. Comment? Et maintenant, ils partent à la conquête du monde. Ils partent partout. Ils sont de commencer en Afrique, en Amérique latine. C'est ce qu'on comprend encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est hyper intéressant, c'est très bien documenté, c'est que la Chine est un rouleau compresseur. C'est vraiment avec des ambitions qui sont immenses. Ils veulent être la première puissance économique, là, dans les 20 prochaines années. Quand on voit l'étendue du champ d'intervention
des Chinois, encore une fois, de la défense à l'espace, à la culture, au tourisme. On se dit, ouais, ils sont partis à la conquête du monde. Et là on se dit qu'il faut quand même peut-être qu'on s'en méfie. On n'est pas là pour verser dans le China bashing, mais il y a quand même une peur qui est légitime. Et quand on voit la réaction, pardon, 2 questions en un, aujourd'hui c'est la journée, quand on voit la réaction des Européens, je pense au dossier Alstom-Siemens, on a refusé d'avoir un champion européen et on a laissé, et là il y a un mastodonte chinois qui vient de racheter un constructeur allemand de locomotives. On se dit qu'il y a un problème là. On est comme les grands naïfs, pour parler de naïveté, on y est là. Hein. Oui, les Chinois savent parfaitement jouer avec la naïveté, notamment la naïveté européenne, c'est-à-dire de jouer face à une grande puissance commerciale, qui est la puissance commerciale européenne, mais sur le plan géopolitique, il n'a pas suffisamment de répondants. Et donc, quand Xi Jinping, comme il l'a fait au printemps dernier, débarque en Europe, il va voir l'Italie, il fait ses affaires en Italie, il passe à Monaco, il passe en France, il est toujours dans le côté, on va essayer de diviser un peu l'Europe en donnant ici à ce pays-là pour pas qu'il y ait une voix européenne qui s'élève. Et les Américains l'ont compris, ça clairement. Il y a aujourd'hui une grande crainte du côté américain parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un rival. Les Américains qui n'ont pas eu de rivaux depuis la fin de la guerre froide sont en train de voir cette montée chinoise. Et vous avez raison de le préciser, cette montée est technologique, elle est diplomatique, elle est financière, il faut avoir peur de cette ambition chinoise qui est démesurée de par la taille du pays, par des moyens, de par cette planification. Moi, je dirais d'abord qu'elle est légitime, cette puissance chinoise. C'est un rattrapage. Vu la taille Le rattrapage est légitime, mais la peur, elle est légitime côté français, côté européen. Je pense que pour maîtriser cette peur, il faut déjà comprendre comment la Chine fonctionne et ensuite avoir des réponses de puissance à puissance. C'est-à-dire pas la puissance française, c'est pas la puissance, c'est pas uniquement le Quai d'Orsay qui permettra de répondre. C'est pas les politiques des grands contrats comme on a fait depuis 30 ans. C'est une politique européenne. Cette politique-là, on ne la voit pas encore suffisamment informée. Donc le match, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est juste un G2, c'est-à-dire c'est Washington qui a la taille aujourd'hui pour faire face. Donc on est hors course. Donc nous, on peut revenir, mais prenez un sujet, un parmi tant, mais le sujet de l'intelligence artificielle, on n'a pas vu à quel point, on n'a rien vu de la montée en puissance de la Chine dans ce domaine. Vous savez, les Chinois, on dit que pour réussir l'intelligence artificielle, il faut 3 choses. Il faut de l'argent, il faut des dollars, il faut de la data, il faut des ingénieurs. Les Chinois ont les 3. Ils ont de la data, des données, ils en ont partout, et puis ils n'ont pas tous les contrôles que nous, on peut avoir en Europe. On va en parler d'ailleurs, on va en parler. Ils ont évidemment de l'argent, énormément de fonds, et là, pour le coup, de l'argent public, de l'argent privé, tout ça se mêle un peu, on a un problème de transparence là-dessus, et puis ils ont des ingénieurs, parce qu'ils ont su planifier depuis très longtemps ce qu'ils allaient faire. Et ils ont, je dirais, en plus des 3, ils ont des plans stratégiques. Ils ont mis en place une politique sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ils sont capables, pas dans tous les domaines d'intelligence artificielle, mais dans certains domaines qui sont parfois hyper stratégiques. Prenez par exemple la surveillance. Ils ont monté des entreprises. Alors la surveillance, c'est un truc de dingue. On a beaucoup parlé, mais le crédit social, la notation sociale, pardon, je trouve ça hyper inquiétant. Ça fait froid dans le dos quand on voit ça, cette de techno-surveillance totalitaire qui est totalement flippante quand même. Ça, c'est la partie politique qui est effectivement très, très inquiétante. Il y a des parties positives dans la partie surveillance. Aujourd'hui, ce système, les entreprises chinoises sont en train de vendre massivement leurs dispositifs, pas tant en Europe, mais ailleurs, en Afrique, dans de nombreux pays africains. Et par exemple, on installe des caméras, on met de la surveillance, ça accroît la sécurité, ça réduit par exemple les accidents de la route, etc. Néanmoins, derrière, il y a aussi, derrière, il y a quand même une entreprise presque idéologique, en tout cas de contrôle, qui est importante. Évidemment, quand on écoute Pékin, ce n'est pas le message que veut délivrer Pékin. Pékin dit on veut participer à la destinée de l'humanité, on veut être un des partenaires, on veut être un des acteurs. Et ils cherchent des alliés, des amis, comme ils disent, d'où ils sont des amis à chaque fois. Ils sont des amis à chaque fois dans les pays qui sont passés, où ils ont mis de l'argent, en Afrique, dans les pays. C'est assez compliqué, mais on voit déjà à quel point Pékin agit avec beaucoup de pragmatisme. Ce grand projet qu'on appelle les routes de la soie, et qui en réalité c'est une sorte de vocable qui permet d'englober toutes les ambitions chinoises à l'étranger sur le plan économique et géopolitique. Pour sécuriser notamment leurs approvisionnements. Et leur marché futur aussi. Bien sûr, et se créer des nouveaux alliés, créer une sorte de sphère de développement. Et on voit, et donc on prête beaucoup d'argent, ils ont prêté énormément d'argent à beaucoup de ces pays.
ces pays-là, au bout d'un moment, se disent, mais en fait, c'est une sorte de nouvelle colonisation. Donc on a vu une sorte de retour en arrière dans certains pays. Ça a été le cas de la Malaisie, ça a été par exemple le cas du Sri Lanka, où les accords ont dû être négociés. Mais les Chinois ont organisé au printemps dernier un deuxième sommet des routes de la soie à Pékin, et on les a vus déjà changer. Ils ont compris ces critiques. Ils supportent mal toutes ces critiques qui s'abattent sur le régime chinois et qu'on peut comprendre. Il y a beaucoup c'est comme une dictature ultralibérale, quand même. C'est comme un truc assez particulier. C'est un régime très autoritaire qui s'approche beaucoup de la dictature, notamment quand on va dans le Xinjiang ou ailleurs. C'est un régime qui a une vision sur le moyen terme ou sur le long terme et qui fait tout. C'est-à-dire, quand je dis tout, c'est-à-dire arriver à croiser les nombreux vecteurs, qu'ils soient militaires, qu'ils soient économiques. Quand économique, on retrouve le privé et le public, mais tout ça souvent se confond, il y a une grande confusion au profit d'une vision de la Chine comme la grande puissance. En 2049, pourquoi je donne cette date? Ça sera les 100 ans de l'installation du régime communiste par Mao il y a 70 ans. Après, encore une fois, ce système autocratique, il tient bon parce qu'il y a de la croissance et il y a ce pacte implicite, tacite entre la population qui voit son niveau de vie augmenter, qui prospère, et voilà, et accepter cette... Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ce pacte qui a permis depuis maintenant 1978, avec des dérapages importants. On se souvient évidemment de ce qui s'est passé à Tiananmen. En fait, depuis Tiananmen, il y a cette idée-là. On ne parle plus de politique dans le pays, ou quasiment plus, il ne faut pas en parler, mais on assure, c'est ça, c'est le pacte social, on assure au peuple chinois... Mais ça marche avec 10% de croissance, avec 6 ou 5... avec 6 ou 7, mais pas plus. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il doit avoir un accord aussi, Xi Jinping, face à Trump, parce qu'il a... Si on passe en dessous des 6%, on sait qu'on va créer des problèmes sociaux dans toute la Chine. C'est la difficulté, et c'est là où Xi Jinping peut se mettre en danger. Il sait qu'une guerre commerciale avec Washington pourrait mettre en danger le maintien d'une croissance économique. Exactement. Ça, c'était hyper intéressant. Il faut lire absolument. Hein. Il est midi à Pékin. Il reste 20 secondes parce que la prochaine guerre sera celle des câbles sous-marins, vous écrivez, en 30 secondes. On parle souvent de Huawei, on pense au téléphone, mais derrière, c'est aussi des câbles qui amènent les datas. Et ces câbles, ils sont possédés à la fois par la Chine et par des grandes entreprises, d'ailleurs comme les GAFA ont leurs propres câbles. Et une des batailles va se jouer au fond des mers. Voilà, donc à lire, il est midi à Pékin, coécrit avec Gilles Fontaine de Challenge et Eric Scholl, Le Monde à l'heure chinoise chez Fayard, directeur de la rédaction de l'Express. Merci d'avoir été l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.